Au lendemain des élections, la classe politique montante réitère le pacte avec le libéralisme, source d'inégalités croissantes et d'injustice sociale, sans oublier les retombées négatives sur des secteurs névralgiques comme l'éducation et la santé. Pourquoi choisir de s'enfermer volontiers dans le carcan idéologique libéral, qui évoluera sans doute vers moins d'État, moins de coercition, et probablement vers plus de privatisation? Pourquoi le libéralisme prend la forme d'une pensée unique au Maroc, et qui déclare implicitement la guerre à l'islam, religion d'État? Bienvenue dans L+, le deep dive de l'angle. Un débat pour dépassionner la réflexion sur le sujet entre Absamad Naimi, journaliste juriste, fondateur d'Inactuel.ma, et Mohamed Talahlou, docteur en sciences économiques, expert en finance islamique. Voici le sommaire de ce débat. On commencera par définir, une fois pour toutes, j'ai presque envie de dire, la nature du régime économique prédominant au Maroc. La classe politique montante exprime-t-elle une volonté d'entamer une décomposition idéologico-politique de notre pays ? Le modèle de démocratie libérale constitue-t-il la fin de l'histoire dans le sens hegelien? Et quelle alternative au système libéral? Messieurs, bienvenue dans L+. Tout au long de ce débat, nous aurons pour mission de répondre à l'ignorance par de la connaissance. Nous allons tenter de réanimer une polémique mise en branle par l'expression flagrante du niveau d'ignorance et d'inculture de notre classe politique. Une polémique qui s'est estompée et finit par tomber dans le coma, puisque même après, il n'y a pas eu de réaction officielle. Voici la phrase qui nous sert d'alibi pour ce débat. نحن كحزب وكحساسية مجتمعية نعبر من خلالكم عن تأييدنا للتوجهات التي تخدم مصلحة الناخب المغربي في هذه المرحلة الدقيقة التي انتقل فيها المغرب من مشروع دولة إسلامية إلى مشروع دولة libérale, démocratique, اجتماعية. Je vous cache pas que quand j'ai vu la séquence, ma réaction c'était du genre mais qu'est-ce que tu racontes? Quelle a été la vôtre? Mohamed Talahlou. Alors, à vrai dire, cette séquence, c'est pour moi une séquence qui ça trahit un petit peu une certaine réalité des choses. C'est-à-dire que ce qu'il dit pour moi, c'est quelque chose qui trouve un écho par rapport à la réalité, surtout au niveau de l'élite et des classes des décideurs. Donc par contre, là où je suis un petit peu en interrogation, c'est quand est-ce que le Maroc était dans un mshroua de doula islamia, c'est-à-dire un projet de pays islamique au sens politico-économique et social du terme. Ça, à ma connaissance, ça n'a jamais été proclamé par qui que ce soit au niveau de la classe politique. Par contre, le choix libéral, démocratique, etc., ça c'est proclamé de manière sans aucun complexe. Donc en réalité, lui, il dit tout haut ce qui se passe, mais ce qu'on pense tout bas, parce que là aussi, on va se demander, est-ce que les gens sont conscients de ce pas, de cette entame libérale que le pays a entamée depuis bien longtemps, où là, ils n'en sont pas conscients et on est toujours dans une sorte de déni. Donc, c'est un propos qui ne plaît pas, mais qui en réalité est conforme à ce qui se passe au niveau pratique, au niveau des décideurs, au niveau des médias, au niveau de la sphère économique. Donc, c'est quelque chose qui est là, c'est une réalité. Maintenant, bien sûr, les gens n'aiment pas entendre un certain nombre de réalités, mais est-ce que c'est parce que c'est une réalité que c'est une bonne chose? Bien entendu, non. Bien entendu, non. Et donc là, ça c'est une autre discussion sur la légitimité ou pas de continuer, parce que moi, je ne vais pas dire une entame d'une nouvelle phase libérale, bien entendu. On est dans un ordre mondial qui impose un certain nombre de dictats. Et donc, que ce soit au niveau du financement, au niveau médiatique, au niveau des associations qui sont subventionnées, etc. Donc, le libéralisme est là. Maintenant, est-ce qu'on va continuer dans cette marche libérale ou pas? Tout porte à dire, selon moi, que bien sûr, on continue parce qu'il n'y a aucun positionnement clair par rapport à ce tournant libéral. Et quand on dit libéralisme, bien entendu, on ne parle pas que du libéralisme économique, qui, bien entendu, lui-même trouve ses racines dans un libéralisme
philosophique qui trouve lui-même ses racines et là je vais dire un mot un petit peu dur, mais dans l'athéisme matérialiste qui est né en Occident. Bonsoir, merci pour l'invitation. Alors, en réaction à ta première question, tu as bien dit que ça fait rapidement polémique. Puis, il y a eu, on va dire, une sorte de polémique est morte. Pourquoi? Parce que ça porte la question sur le terrain métapolitique. Et au Maroc, on ne porte pas la question sur le terrain politique, de la métapolitique, c'est-à-dire des idées politiques. Là où ce qui m'a un peu intrigué dans cette question-là, c'est que la citation que vous passez et sa couverture médiatique a été faite de manière quasi, c'était la Pravda, hein, c'est-à-dire qu'on était dans une logique journalistique de reprise de l'information de manière automatique. Tous les médias ont quasiment titré de la même manière par rapport à cette déclaration, ce qui est quand même révélateur un peu. Là, je rejoins par rapport à cette question-là, qui a un projet libéral porté par une élite médiatico-économique. Par contre, là où je ne serais pas d'accord, c'est de dire que le Maroc est, on va dire, n'a pas d'attache, il n'y a jamais eu de projet d'État, projet islamique en sens politique au Maroc, tout simplement parce que la réalité du politique au Maroc, elle est en grande partie liée à l'institution monarchique. Et l'institution monarchique représente ses fondamentaux et l'attachement, qu'on le veuille ou pas, du moins en tout cas au niveau des textes et au niveau de la pratique et des rites, qui représente l'attachement du Maroc, quel que soit le projet politique en place, à une tradition islamique, à certains fondamentaux. Par contre, pour revenir à la question aujourd'hui, est-ce qu'il y a un tournant libéral par rapport aux nouvelles élections, c'est-à-dire à la nouvelle configuration politique aujourd'hui au Maroc? Alors là, je rejoins Talalhou en disant que oui, on va dire aujourd'hui le tournant concernant les différentes politiques économiques, je parle du point de vue économique, vers plus de libéralisme. Aujourd'hui, on est en train de le vivre avec cette nouvelle majorité. Donc, il faut pas non plus dire que l'État marocain n'a rien d'islamique. L'État marocain, même si bien sûr il y a certaines dispositions de loi qui sont, on va dire, sécularisées, mais concernant le statut personnel, à titre d'exemple, qui représente le code civil marocain, il ne l'est pas. Donc, encore une fois, au niveau, comme ça a été dit, le libéralisme, il faut qu'il soit pris comme un package, c'est-à-dire le capitalisme économique n'est que la dynamique de la modernité, ce que Talalhou appelle l'athéisme, on va dire cartésien, c'est la modernité en fait, c'est le remplacer dans la philosophie, remplacer Dieu par on va dire un monde autogéré. Le passage du sujet à l'objet et la perte de la transcendance. Donc, c'est toute cette dynamique-là qu'il faut voir. Et c'est pour ça que c'est aller un peu vite en business de dire que le Maroc est déjà dans un projet libéral. Le projet libéral implique des individus, implique une politique, implique, on va dire, ce qu'on appelle l'impératif catégorique de Kant. Donc, on est c'est-à-dire des dynamiques qui ont pris des siècles en Europe. Donc, je ne pense pas qu'au Maroc, en 20 ans, on puisse, on va dire, accomplir le projet libéral. Et dernier point, avant de céder la parole, c'est que, du point de vue de la conjoncture internationale, le libéralisme tel que porté par l'Occident, c'est, on va dire, il n'y a pas pour l'instant une alternative civilisationnelle. Donc, on va y revenir. Ouais, on va y revenir. Tu as souligné un point très, très intéressant qui est celui de les médias à l'unanimité, ils ont sorti exactement la même phrase, c'est-à-dire qu'en fait il y a eu, je suppose, un communiqué de presse. Donc c'est la même soupe qui a été servie à tout le monde et les médias n'ont pas vérifié ça, alors que les médias c'est des médiateurs et ils devraient logiquement en tout cas challenger l'information.
Oui, exact. Est-ce que vous pouvez expliquer une fois pour toutes la nature du régime économique prédominant au Maroc? Par rapport à la question du régime économique, c'est vrai que euh, de toute façon, l'économie n'est qu'un reflet des structures profondes et des structures latentes de la société et du pouvoir politique. Donc, euh, je dirais qu'on est dans un système un peu hybride, comme on l'est d'ailleurs dans la politique. Bien entendu, on est dans une dynamique libérale. On peut évidemment pas dire qu'on est dans un système libéral, d'abord parce qu'un système libéral, ça n'existe nulle part dans le monde. Et deuxièmement, quand on mesure un petit peu le degré de libéralité ou de libéralisme dans les pays, ce sont des nuances de gris. Donc on passe de pays où on a beaucoup plus de liberté à un certain nombre de pays où on a un peu moins de liberté. Et liberté n'est pas, je tiens à insister sur ça, liberté n'est pas forcément un concept positif. D'accord ? Donc à partir du moment où il n'y a pas de coercition sur un certain nombre de pratiques dans une société, la société elle est atomisée, elle est fluide, tout le monde représente tout et plus rien ne veut plus rien dire. Donc effectivement, même dans les pays les plus libéraux dans le monde, on a on a un code pénal, on a des mesures qui sont prises en cas de diffamation, donc on ne peut pas dire n'importe quoi sur n'importe qui, on ne peut même pas parler des juifs de l'Holocauste par exemple dans un certain nombre de pays, sous peine de passer quelques années en prison pour délit d'opinion. Donc, le libéralisme en soi, ce n'est pas positif, et liberté en soi, ce n'est pas un concept positif. Donc, liberté, c'est un concept qui fait partie des tendances naturelles de l'être humain et qui sont bien entendu régulées comme elles sont régulées au niveau physiologique, elles doivent être régulées au niveau social. Donc, au Maroc, on est dans un système hybride qui navigue entre lobbycratie et plutocratie. Parce que d'abord, la démocratie, c'est quelque chose qui, de toute façon, comme je le dis plusieurs fois, c'est un régime qui est intrinsèquement vicié et qui n'est pas durable en soi, tout comme les marchés ne sont pas parfaits et ne peuvent pas être parfaits ou avoir une croissance durable en soi, ils sont toujours perturbés par des événements extérieurs. Eh bien, la démocratie, d'abord, à mon avis, n'existe nulle part. Et deuxièmement, quand on cherche à la faire exister, il y a des forces plus fortes que la démocratie qui prennent le dessus, comme les lobbies, comme le pouvoir de l'argent. Et on peut ajouter une troisième tendance qui est la médiocratie. Parce que comme on l'a vu dans les dernières élections, au final, les histoires à dormir debout, les scènes de combats de rue, les scènes d'affrontements, les scènes de corruption qu'on a vues, c'est des choses qui font malheureusement peine. Et quand on voit la composition du Parlement et qu'on a des dizaines de parlementaires qui n'ont même pas le bac, des centaines de présidents de conseils régionaux qui n'ont pas le bac, certains sont analphabètes, on est encore dans la médiocratie. Pourquoi ? Parce que quand on cherche à séduire la masse, la population, bien entendu, toute méthode qui va amener cet nivellement par le bas, toute méthode qui va permettre d'atteindre cet objectif de la manière la plus courte et la plus rapide qui soit, eh bien, est bonne à prendre tant qu'elle n'est pas illégale ou tant qu'elle n'est pas constatée comme étant illégale, parce que la corruption, c'est illégal. Mais tant qu'on arrive à faire un arbitrage entre l'espérance d'arriver à son objectif et l'espérance d'être pris la main dans le sac, et que l'espérance d'arriver à son objectif est supérieure à l'espérance d'être pris la main dans le sac, donc le jeu en vaut la chandelle d'une manière purement calculatoire et probabilistique. Et donc on idem pour le financement, juste pour compléter ce point, idem pour le financement de la campagne électorale, notamment via les réseaux sociaux. On a peut-être parfois on a peut-être le droit de crier à la manipulation avec un montage pareil. À mon avis, les réseaux sociaux ne sont qu'une extension des flyers et quand on bat les pavés. Les réseaux sociaux, c'est une extension avec bien sûr un meilleur ciblage
et peut-être une optimisation de la dépense. On a vu le RNI, c'est à peu près 300 millions qui ont été posés sur la table au niveau des réseaux sociaux, alors que tous les autres partis, la somme des dépenses de tous les autres partis est inférieure de loin à ce montant. Donc le financement, à la base, parler de financement de campagne électorale, c'est un biais en soi. Pourquoi? Parce qu'il y a un vice intrinsèque dans le système démocratique populaire qui renvoie dos à dos le docteur, l'ingénieur d'une part et le délinquant et le criminel d'autre part qui ne sont pas en prison, pour leur donner le même poids dans le choix de représentation. À partir du moment où le docteur et l'ingénieur, le professeur ont une voix et le délinquant, le criminel et le corrompu ont une voix et que les seconds sont moins tenus par un certain nombre de critères moraux et que leur poids dans les urnes est le même, bien entendu, si on arrive à séduire plus, à parler le langage populaire plus, eh bien, le populisme, c'est tout simplement un outil efficace pour être élu dans un système soi-disant démocratique. Donc, quand il s'agit de séduire cette majorité, le discours populiste et les méthodes populistes sont plus propices, plus efficaces. On juge la réussite par cet objectif prédéfini qui est la majorité. Et donc, à partir du moment où atteindre cette majorité, ça nécessite des réseaux sociaux, des fois une publicité fallacieuse, des fois marketing subliminal, des fois de la neuromanipulation et souvent des promesses électorales irréalisables, eh bien, rien n'interdit de faire ces promesses et de promettre monts et merveilles et de compter sur la mémoire courte. Parce que quand tu as évoqué le fait que la séquence a été oubliée, ça fait partie de la fluidité, de la modernité, c'est-à-dire que l'humain a mémoire courte. Et ça se constate même sur les marchés financiers. On oublie très vite les facteurs qui ont amené à la crise précédente ou aux deux dernières crises. Et donc, à partir de là... Revenons à la question. Alors, juste avant de céder la parole à Abdessamad Naïmi, comment, donc, la nature du régime économique prédominant au Maroc? En une phrase. La nature économique prédominant, au niveau économique, on est dans une sorte de baksahbisme. Donc c'est un capitalisme de connivence, on va dire. C'est une oligarchie capitaliste de connivence et qui s'appuie sur une lobbycratie, une paupocratie, un certain nombre de passe-droits. Mais vu que les concepts doivent être jugés de manière relative, au Maroc, par exemple, on est relativement plus libéraux que dans un certain nombre de pays. C'est tout à fait normal. Abdessamad. Oui, alors pour répondre à la question, alors, si je te rappelle, on en avait déjà parlé sur la nature du le régime économique. Alors, il y a le terme utilisé par Alexandre Douguin en parlant des sociétés on va dire, des sociétés qui ont subi la modernité et qui la subissent de manière formelle, et ils appellent ça l'archéomodernité. Et au Maroc, on peut parler, s'il vous plaît, d'un archéocapitalisme. C'est-à-dire d'un capitalisme qui est encore, on va dire, qui n'est pas encore déployé, qui est encore enchaîné par le poids on va dire, des agents sociaux, de la communauté, de la famille, du mkhzen, de l'État. Donc, ce n'est pas un capitalisme libre, ce n'est pas un capitalisme libéral. Moi, je préfère, au lieu de parler de capitalisme de connivence, parce que pour moi, le capitalisme est par essence un système économique de connivence. Même quand on va en Occident, dans les pays les plus libéraux, quand on va dire le capitalisme occidental était encore bourgeois et catholique et familial, on n'est pas encore dans le capitalisme cosmopolite, on faisait travailler la famille, c'était les fils qui reprenaient les empires familiaux, etc., etc. Donc, je préfère parler d'archéocapitalisme concernant le Maroc, ou d'un système semi-libéral, comme l'a dit Talal Hello, et comme il a été dit par le roi Hassan II dans ses mémoires pour analyser la nature du système libéral. Donc, on est peut-être dans une sorte de système hybride qui fait en sorte que on va dire l'impératif imposé par le mondialisme, qui est celui du déploiement total du capital, ça veut dire que le capital ne règne pas de manière formelle, mais de manière réelle, parce que là, le capital règne de manière réelle, plutôt formelle. C'est-à-dire que nous avons un système juridique
on va dire, qui est en faveur de la propriété privée, de la liberté d'industrie. Donc ça veut dire on est on va dire dans un capitalisme formel. On n'est pas dans un capitalisme réel. Et là, je renvoie aux travaux de Francis Cousin sur la question, où il dit que par exemple en France et en Europe, malgré la révolution industrielle, etc., c'est quand le capitalisme est rentré on va dire en domination réelle, c'était en 1914, donc avec le début de la guerre et avec la Troisième République. Forcément, c'est-à-dire qui est la plutocratie absolue, c'est-à-dire le système démocratique tel qu'il a été théorisé. Donc, c'est-à-dire le système plutocratique et au système de l'indistinction, c'est-à-dire d'un homme une voix qui est totalement inique et totalement on va dire inefficace. Et j'aimerais aussi, pour revenir à la question de l'indistinction et la question on va dire de la démocratie en tant que nivellement par le bas, renvoyer vers les travaux de Sylvain Turin. Le livre s'appelle Ce sang qui nous lie, et il parle en réalité du passage des sociétés, on va dire, primitives aux sociétés, on va dire, modernes. Et en analysant les sociétés primitives et les sociétés modernes, il fait une analogie. C'est-à-dire que les sociétés primitives étaient des sociétés matriarcales. Ce n'étaient pas des sociétés patriarcales. Et quand je parle des sociétés primitives, je ne parle pas des sociétés traditionnelles, c'est-à-dire des sociétés plutôt, on parle ici du Néandertal, on va dire paléolithique. Et voilà. Et dans ces sociétés-là, c'était l'indistinction et c'était le culte du sacrifice. Et c'était lié également à aux croyances polythéistes et païennes de l'époque, qui, à la différence des croyances monothéistes, j'y reviendrai, considèrent ce qu'on parle du monisme cosmogonique, c'est-à-dire comme l'animisme, etc., c'est-à-dire que le monde et Dieu font un. Et on va dire cette croyance, je ne parle pas de théologie, plutôt de cosmogonie, elle engendre des sociétés des sociétés de la culture du sacrifice et du sacrifice ultime. C'est-à-dire que quand il y a une crise au sein de ces sociétés-là, il y a la guerre du tous contre tous et le chef de tribu est remplacé dans le sang. Et en réalité, si on fait une analogie avec la démocratie, on est dans cette logique-là. C'est simplement qu'on n'est plus dans des guerres civiles à haute échelle. Mais simplement, c'est la guerre du tous contre tous, c'est l'indistinction. Et c'est au final, on va dire, mettre en place un chef, entre guillemets, éphémère, qui va être sacrifié ultérieurement. Donc, on est en fait ici dans un fonctionnement primitif. Alors que, par exemple, les sociétés traditionnelles, que ce soit les empires chrétiens du Moyen-Âge ou bien entendu les grands empires musulmans, etc., on va dire dans leur ordre politique et familial, il y avait une distinction. Parce qu'il y a une distinction déjà théologique, parce qu'il y a une distinction entre le créateur et le créé, et la création, donc il y a une sorte de libre arbitre de l'être humain. On n'est pas, on va dire, dans une sorte d'impératif cosmogonique du monde moniste, on est dans le monde dualiste, c'est-à-dire de Dieu et de la création. Donc ici, l'être humain, il a en fait fait un bond en avant, une sorte de montée, on va dire de saut qualitatif civilisationnel, et la modernité l'a remis via on va dire tout ce qui est le suffrage universel, à titre d'exemple, l'a remis dans un ordre paléolithique, dans un ordre primitif. On n'a pas le temps malheureusement de revenir sur le nouveau tableau politique au Maroc. Il faut dire que les choses sont ainsi faites qu'aujourd'hui on se retrouve avec cette configuration. Mais cette classe politique montante, est-ce qu'elle ne cacherait pas au tréfonds de son action une volonté d'entamer une décomposition idéologico-politique de notre pays? Qui veut se lancer? La question... تفضل سي عبد الصمد. Je prends la main sur cette question, autant sur l'économie. Mais au niveau des fondamentaux, ça dépend de ce que tu veux dire, cher ami, par les fondamentaux sociaux et politiques de notre pays. C'est-à-dire l'islam, le conservatisme, c'est ça? Exact. C'est ça. Alors, le projet libéral, c'est ça. Le projet libéral, c'est de déraciner le Maroc. Mais il n'y a pas que le projet libéral qui a pour finalité le déracinement du Maroc, de ses fondamentaux. Il y a également un mondialisme, qui est celui qui nous vient du Moyen-Orient,
Je parle ici des mouvements salafistes et des mouvements des frères musulmans à titre d'exemple, qui eux aussi représentent un antagonisme à notre culture et à notre civilisation, qui sont étrangers au Maroc au même titre que le libéralisme. Et donc la classe politique aujourd'hui, c'est un faire-valoir de l'ordre libéral, ça en soi, on est d'accord. Mais je pense que déjà, le système progressiste des années 60, l'idéologie progressiste et socialiste des années 60 avait pour but de déraciner le Maroc. Et la nouvelle opposition qui est arrivée pendant les années 90-2000 et qui a pris le pouvoir, c'est-à-dire celle qui était plus proche, on va dire, des mouvements venus du Moyen-Orient, elle avait également pour projet de déraciner le Maroc de sa culture séculaire. Et donc aujourd'hui, avec cette nouvelle coalition-là, c'est vrai qu'on a, on va dire, une orientation claire, même si l'Istiqlal, c'est un peu plus compliqué. L'Istiqlal est plus conservateur sur certaines questions que le PAM et le RNI. En tout cas, sur la question des mœurs et sur les questions sociétales. Mais effectivement, il y a une orientation libérale, moderniste, progressiste, et qu'il faut combattre. Mais qu'il faut combattre au nom de quoi? C'est ça la question. Je laisse la parole à vous. Effectivement, moi je rejoins tout ce que Samad a dit, mais j'aurais peut-être une remarque par rapport à à deux questions. La première, c'est que le Maroc est enraciné. Je préfère plus parler de ce qu'on vit sur le terrain. C'est-à-dire, pour moi, le Maroc ou la Jordanie ou la Sultanat Oman ou l'Égypte, pour moi, l'interaction qu'on va avoir entre le sujet et l'idéologie mondialiste, libérale, matérialiste, dominante, c'est le même. C'est-à-dire que pour moi, l'effacement des spécificités locales s'est fait à partir de la colonisation. C'est-à-dire à partir du moment où l'administration centrale de ces pays, l'administration éducative, l'administration judiciaire, l'administration et toutes les autres administrations, surtout économiques, sont passées dans les mains du colon, à partir de là, on a eu un effacement progressif des spécificités culturelles locales. Parce que tout ce qui vient d'Orient, il faut se rappeler que l'islam vient d'Orient. Donc, qu'une mouvance vienne d'Orient ou d'Occident, peu importe ce qu'elle nous apporte, ce qui importe, c'est le contenu, parce que le Maroc aussi a influencé l'Occident. Et là, je rappelle la fameuse phrase de Ibn Hazm, même si on peut être un petit peu d'accord ou pas d'accord sur la tonalité, mais il dit أنا الشمس في رابعة العلم ولكن عيبي أني طلعت بالمغربي. C'est-à-dire que même l'Occident musulman a influencé l'Orient sur un certain nombre de points. Mais il y a eu une tradition historique qui a voulu que pour qu'un savant occidental de l'Occident musulman soit connu, eh bien, il fallait qu'il passe par des interactions avec l'Orient, ce qui est tout à fait normal, ce qui montre bien que justement le concept d'État-nation avec les frontières que l'on connaît aujourd'hui est selon moi, une nouvelle idolâtrie. Une idolâtrie qui remplace les croyances qui sont ancrées chez l'humain, c'est-à-dire une idolâtrie qui a ses symboles, une idolâtrie qui a ses mythes, une idolâtrie qui a ses fantasmes avec un certain nombre d'outils. Et donc, pour moi, la décomposition idéologico-politique se fait de manière inconsciente. C'est-à-dire que la nouvelle classe politique, quand on lit par exemple, quand on jette un œil sur le nouveau modèle de développement par exemple, on lit dans la page 13 « Sanctuariser les libertés individuelles ». On lit aussi le renforcement des libertés individuelles et publiques. Et à chaque fois que le nouveau modèle de développement parle d'islam, à chaque fois, c'est pour qu'ils perdent un petit peu de terrain, qu'ils perdent un petit peu de terrain, que ce soit la religion n'est évoquée que pour perdre du terrain, que ce soit quand on parle de renforcement d'un certain nombre de droits, une lecture contextualisée des préceptes religieux, quand on parle de l'égalité, la parité,
quand on parle de faire avancer les débats sur les questions sociales comme l'IVG, le statut social des mères célibataires, le mariage des mineurs, accorder la tutelle des enfants aux deux parents, il n'y a jamais plus de religion. Il y a toujours moins de religion. Pourquoi? Parce que la caractéristique de la société libérale, c'est justement la fluidité. C'est-à-dire que tout ce qui représente un ancrage intemporel pose problème. Pourquoi? Parce que tout doit être fluide, tout doit progresser. Il y a une sorte de déification du progrès, il y a une déification de l'optimisation, il y a une déification du changement. Et donc, à partir de là, tout ce qui est lié à la religion, ce sont des choses qui sont un petit peu intemporelles pour un certain nombre d'entre elles, immanentes. Et donc, à partir de là, ça pose problème. Donc, quand on a un modèle de développement qui parle d'une sorte de sécularisation de fait de la société, que les valeurs sociétales ne sont plus divinement inspirées, récompensées, mais qu'elles sont civiques, donc matérialistes. Par exemple, encourager les comportements conformes aux valeurs civiques comme l'honnêteté, la tolérance, le respect, la coopération. Tout ça, ce sont des valeurs qui justement ont une récompense matérialiste. C'est que ça permet à l'économie de mieux tourner. Ça permet d'avoir moins de problèmes au niveau juridique. Mais on ne cite pas ces valeurs parce que Dieu les récompense. Non, jamais, parce que la philosophie, justement matérialiste, écarte Dieu. Et la laïcité, c'est justement gérer, comme l'a dit Adek, je perds un petit peu le nom de Diallo, mais c'est gérer la société sans Dieu. Donc on est dans cette dynamique, et cette classe politique montante, elle est en train de toute façon, à mon sens, d'ancrer de manière fulgurante cette tendance vers un libéralisme social, économique et même, alors politique, je ne sais pas, parce que quand on parle de libéralisme au niveau politique, on touche l'intérêt profond de l'État et la pérennité de l'État. Et donc, à partir de là, sur ces éléments-là, bien sûr, le Maroc n'est pas un pays libéral parce que la monarchie n'admet pas la fluidité. Mais Ben Sbalia, oui. Et tant mieux. Ça, c'est un autre sujet. Ça, c'est un autre sujet parce que on peut en faire un nouveau débat, mais de toutes les manières, ce qui importe, c'est de constater la réalité des choses et que de toute façon, les institutions qui sont vers le haut n'échapperont pas aux tendances de la société qui sont vers le bas et qui ont commencé à muter. Pourquoi? Parce qu'elles n'en seront que le reflet, même si ça va peut-être prendre oui, ce que tu venais de dire, Talal, c'est que la modernité finit toujours par gagner. Écoute, Anna, je ne serais pas fataliste à ce point. Non, moi, juste par rapport à la question de la fluidité avec l'institution monarchique, etc. On connaît bien les et si tu peux, excuse-moi, Samad, si tu peux aussi répondre, aussi nous dire si tu es d'accord avec que Talal vient de dire qu'il pense que le concept d'État-nation est une idolâtrie. Est-ce que tu es d'accord? Bon. Il y a plusieurs choses, oui, c'est intéressant, mais il y a plusieurs choses sur lesquelles je voulais réagir. D'abord, parce que j'avais posé une question rhétorique à Talal avant qu'il prenne la parole, c'était au nom de quoi on va combattre le libéralisme et la modernité. Déjà... tu connais ma réponse. Pardon? Tu connais ma réponse d'avance. Bien sûr, bien sûr. Non, mais parce qu'après, il y a eu où tu as fait la précision par rapport au fait que l'islam venait d'Orient et que moi, j'ai dit que les mouvements politiques et non pas les mouvements religieux venus d'Orient, qui sont pour moi un autre visage du mondialisme, pour autant, tout autant... On peut dire que les frères musulmans, c'est un mouvement politique. On peut dire que le wahhabisme, c'est un mouvement politique. Mais le salafisme, non. Bien sûr. Le salafisme, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les 4 écoles de jurisprudence. Je veux dire... Tu peux entrer dans le détail sur ce sujet si tu veux, mais la question de Al-Salaf, etc. Moi, quand je dis il y a un dénominateur commun entre les différents mouvements politiques ou religieux, qui est celui d'ailleurs, même, on va dire, Hassan II. Par exemple, prenons un exemple actuel. Fondamentaliste, etc. Donc, ça dépend de ce qu'on veut dire et de ce qu'on parle de ce qu'on veut dire par salafisme. Prenons un exemple actuel. Hassan II disait à partir du moment où on est musulman, on ne peut pas être laïque. Aujourd'hui, quelqu'un qui dit ça, on le traite de salafiste. Aujourd'hui, tu as un autre mouvement dans la sphère mondiale, c'est les talibans,
les talibans sont quasiment en combat idéologique par rapport au salafisme. Oui, bien sûr. Pourtant, toute la planète pense que ce sont des salafistes. Non, mais bien sûr, là, on est là bien sûr, d'ailleurs, comme disait Aristote, la perfidie de la cité commence par le fait de ne plus appeler les choses par leur nom. Donc, comme quand je parle de salafisme, je sais bien ce que je mets dans comme sens. Alors, il faut définir. Comme définition je ne parle pas bien sûr de tous les mouvements, on va dire, politiques ou religieux, que ce soit des quatre écoles, malikites, hanafites, hanbalites, échafites, etc. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que quand je parle des mouvements du wahhabisme ou bien du mouvement des frères musulmans, par exemple, les frères musulmans, idéologiquement, sont salafistes. Idéologiquement, au niveau religieux. Peut-être qu'au moins, ils ne sont plus dans le projet du califat, donc ils ont fait un bond en avant par de République islamique, mais ils sont toujours, on va dire, dans les fondamentaux salafistes. Alors, moi, ce que je veux dire par là, moi, je n'ai absolument pas de problème avec l'islam rigoriste. Moi, ce qui me dérange, c'est l'effacement des identités, des particularités locales, au nom d'un islam fantasme. Et pour revenir à cette question-là, les deux, comme tu as parlé d'identité marocaine, et moi je vais essayer de mettre un peu de contenu, un peu de substance dans cette définition-là. L'identité politique marocaine, et c'est vrai, elle commence avec l'islam, elle ne commence pas avant. Parce que déjà, quand l'islam est arrivé en Afrique du Nord, on a souvent tendance à croire que l'Afrique du Nord de l'époque était, on va dire, une zone géographique homogène. Il y avait les mêmes peuples et les mêmes identités, la même anthropologie, ce qui n'est pas vrai. Il y avait la zone entre on va dire la Cyrénaïque jusqu'à la Tripolitaine, et qui avait pour centralité Carthage, et il y avait la zone de la Tripolitaine à l'Oranie. Et ces zones-là étaient extrêmement romanisées et christianisées. Et c'est d'ailleurs ces régions-là qui ont le plus résisté à l'islam. Alors que de l'Oranie à l'Atlantique, c'est-à-dire le Maroc actuel, il y avait très peu de poches de romanisation et donc forcément de christianisation. Par exemple, les berbères algériens qui ont combattu les musulmans ne l'ont pas fait parce qu'ils sont berbères ou bien parce qu'ils refusaient de se soumettre à l'islam. Ils l'ont fait en tant que chrétiens, il faut le rappeler. Uqba ibn Nafi a été tué par un Kabyle avec l'aide de Constantinople. Donc cette résistance-là par rapport à l'islam n'a pas eu lieu au Maroc. Les tribus berbères ont adopté l'islam parce qu'effectivement, ils n'étaient pas romanisés, le fond anthropologique était encore pauvre. Donc l'islam est venu, il a structuré l'imaginaire de ces tribus-là et de cette zone-là. Et c'est à partir de là que démarre l'identité politique marocaine, et on va dire l'identité commune marocaine. Et pourquoi il y a eu cette indépendance vis-à-vis de l'Orient, et pourquoi moi je tiens à l'indépendance du Maroc vis-à-vis de l'Orient? C'est parce que les Omeyyades ont décidé de soumettre les tribus marocaines aux mêmes, on va dire, aux mêmes impôts, donc les mettre à un pied d'égalité avec le reste des tribus berbères d'Afrique du Nord, alors qu'ils n'avaient pas combattu l'islam et qu'ils avaient au contraire fait les conquêtes en Andalousie. Donc, ce n'avait pas le statut de vaincu vis-à-vis de l'islam. Donc, ils n'avaient pas à se soumettre, on va dire, à la politique fiscale des Omeyyades qu'elle appliquait sur les tribus vaincues. Et donc, à partir de les tribus marocaines se sont révoltées contre les Omeyyades et après ont admis les Idrissides pendant une courte période de guerre civile. Et sur celle-là que repose, quand les Idrissides sont arrivés, c'est sur cette-là où là, je réponds à ta question, c'est là que repose l'identité politique marocaine. C'est-à-dire l'islam en tant que structure et en tant que structure imaginaire et du logos et l'autogestion politique berbère. Et on ne peut pas concevoir l'identité marocaine sans ces deux fondamentaux. Et c'est pour ça que moi, je tiens à cette indépendance-là vis-à-vis que ce soit du point de vue idéologique ou que ce soit du point de vue territorial et politique, notamment via les grands empires, même les empires turcs, etc. Cette indépendance-là, on peut parler de chauvinisme historique ou bien de fétichisme historique, mais moi, je crois que le Maroc représente une centralité islamique dans cette région du monde. Et que même si on est du point de vue du sacré, les terres du Maroc ne sont pas moins sacrées que les terres du Hijaz.
Et que le Maroc, c'est grâce d'ailleurs au sultan marocain et aux populations marocaines que l'Afrique de l'Ouest est aujourd'hui, une bonne partie de l'Afrique de l'Ouest est musulmane. Donc, encore une fois, il faut garder en tête que l'identité, effectivement, l'identité marocaine ne peut pas se concevoir sans l'islam, mais l'avantage de l'islam marocain, de l'islam malékite marocain, c'est qu'il a su s'adapter grâce au urf, grâce aux coutumes, aux spécificités locales. Il n'est pas venu dans une logique de destruction anthropologique au nom d'un, on va dire, d'un uniformisme comme on a pu le voir un peu partout. La réponse de Talal Hello avant de revenir au sujet du jour. Et passer à la Bien sûr. Il faudra un autre débat sur ce point, mais je vais essayer de répondre rapidement et revenir au sujet du jour. Sauf, de toute façon, dire que les frères musulmans sont salafistes dans leur idéologie, c'est quand même faire preuve d'un certain nombre de malléabilité en termes de concepts. Les salafistes critiquent parmi les plus grandes tendances qui sont critiquées par les salafistes, c'est justement les frères musulmans, et il y a eu même des affrontements clairs entre les deux écoles, que ce soit en Égypte ou en Syrie ou ailleurs. À mon sens, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, le Sénégal, le Tchad, tout ça, ce sont des inventions coloniales. Ce sont des inventions là, je ne serais pas d'accord. Non, le Maroc n'est pas une invention coloniale, excuse-moi. Là, je n'ai pas dit que le Maroc est colonial, mais les frontières telles qu'elles sont tracées sont une invention coloniale. Oui, clairement. Le Maroc a été violé par le colonialisme. Bien sûr, mais de toute façon, chaque pays a eu son ère de gloire et d'indépendance à un moment de l'histoire. L'Égypte l'a eu, la Tunisie l'a eu, le Maroc l'a eu, même Zanzibar l'a eu. Donc, on a un certain nombre de choses qui sont historiques. Et d'ailleurs, prendre l'histoire d'il y a 1200 ou 1300 ans comme référence en termes au niveau purement historique sans les méthodes d'authentification qu'on connaît, c'est prendre un petit peu de risque en termes d'analyse. Pourquoi? Parce que même le malikisme vient d'Orient, c'est-à-dire que l'imam Malik, il était à Médine. Donc l'islam marocain, pour moi, c'est un non-sens. Il y a l'islam. Il n'y a pas un islam marocain. Il y a l'islam et il y a la culture marocaine. L'islam, c'est ce qui gère la relation avec Dieu, la relation avec les autres dans un certain nombre d'éléments. Et il y a la culture marocaine, c'est-à-dire que c'est jlaba au lieu du khamis, point barre, tout simplement. C'est tel type de nourriture, tel type d'art, plutôt que tel type de nourriture ou tel type d'art. Mais ajouter marocain à l'islam, c'est comme si on voulait dire que le credo a une nationalité, ce qui est un non-sens pour moi. Bien sûr, on peut discuter du concept. Donc pour moi, il y a l'islam. Si on ajoute un superlatif, déjà on est en train de dévoyer un petit peu le concept. Il y a l'islam. Ensuite, si pour moi, le Maroc, il lui suffit d'appliquer le malikisme pour être au top. Pour être au top, le Maroc doit vraiment appliquer ce qu'il a dans son identité, dans ses gènes. C'est l'islam malikite. Et le Maroc, bien qu'il ait été également sous l'ère de l'Mouhidine, et ce n'est pas une ère très ancienne, de tendance plutôt mahdawiya avec un mixte de choses qui viennent d'un Orient encore plus loin que oui, bien sûr, l'Orient perse, bien sûr, il est plus... Donc, c'est l'Extrême-Orient. Du coup, pour nous, il suffit de revenir à ce qu'on a dans les gènes, l'islam malikite. Et l'islam malikite, je vais te dire une chose, Seb Samad, pour le connaître un petit peu, c'est l'école malikite, c'est l'école la plus rigoureuse des 4 écoles au niveau du credo. Et oui, ça, tu peux aller chercher. L'aqida, exactement. Et au niveau de l'mu'amalat, par exemple, l'qtisad que je connais, au niveau des transactions, parce que le mu'amalat, c'est pas l'qtisad, l'école malikite, c'est la plus dure dans ce qui concerne cette pour riba et pour le gharar et pour le maïsir. Donc on est loin, on est très loin. Pour moi, si le Maroc était vraiment malikite, ce serait magnifique. Et aujourd'hui, on n'est pas du tout dans le délire progressiste laïcard. Bien sûr, voilà, on est dans un libéralisme à la sauce malikite, on l'habille de malikisme,
Et voilà, tout simplement, c'est la réalité. Pour moi, je parle de la réalité. Je ne parle pas de ce qu'il y a dans les textes, de ce qu'il y a dans la Constitution. Je parle de la modernité libérale a absorbé toutes les spécificités locales pour une raison très simple, c'est que le capitalisme, pour vendre, a besoin que la culture réceptacle soit la même pour que le marketing coûte moins cher. Tout simplement. Longue digression explicative, Non, mais très utile. C'est pas une digression parce que Non, mais de toute façon, etc. Donc, voilà. dans ce genre dans ce genre d'échange, on doit s'attendre à ce qu'il y ait ce genre de ramifications, il n'y a aucun souci. Mais revenons un peu sur ce concept de démocratie libérale. En quoi le modèle de démocratie libérale constitue-t-il la fin de l'histoire, dans le sens hegelien? Pour reprendre les propos d'intellectuels comme Francis Fukuyama, par exemple, pour qui il n'y a pas mieux que la démocratie libérale comme mode de gouvernement humain. On n'a dit pas de philosophe postmoderne. Foucault, Derrida, tout ça. Tu allais à Hegel au début, c'était bien. Tu enchaînes Hegel avec Foucault. Chez Foucault, tout est fascisme. Tout est prison. L'économie, c'est une prison. La religion, c'est une prison. Tout est prison, tout est fascisme. Ouais. Alors, par rapport à la question de la fin de l'histoire, le projet libéral. Remettons un tout petit peu au centre, s'il te plaît. Ouais, celui-là. Voilà, c'est bon, comme ça. Alors, juste pour revenir à la question de Fukuyama et de la fin de l'histoire, je pense qu'aujourd'hui, on est dans la séquence historique de l'échec de la pensée de Fukuyama. C'est-à-dire qu'après la chute du communisme, on a dit que le libéralisme, ça allait être le bonheur apporté à tous les peuples. Il y aura la paix dans le monde et que tous les peuples seront heureux parce qu'il y aura le libre-échange et parce qu'on va enlever les frontières et parce que tout le monde va se métisser et que tout le monde ira bien, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Il a quand même osé dire ça dans une conférence au beau milieu du confinement, hein, juste pour préciser. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est aujourd'hui dans le contraire de cette séquence-là. C'est que les peuples ne se sont jamais recentrés sur eux-mêmes que depuis, en tout cas, 1945. Aujourd'hui, on assiste on va dire, après, c'est pas une question on va dire, de faire un jugement de valeur, de dire c'est bien ou c'est mal. Par exemple, le populisme européen, le Brexit, la montée de Trump aux États-Unis, etc., c'est la fin du libéralisme en tant que projet final pour l'humanité. En fait, la fin du libéralisme est paradoxalement venue du berceau du libéralisme, qui sont l'Angleterre et les États-Unis. Moi, je cautionne tout à fait parce que depuis ce qu'a dit Fukuyama, les guerres ont continué. Les guerres ont continué et comme on sait, malheureusement, dans nos bouquins d'histoire, on apprend l'histoire par les guerres. Et ça, c'est très, très, très triste comme méthodologie d'apprentissage de l'histoire, c'est qu'on apprend l'histoire par les guerres et les guerres par les hommes, c'est-à-dire les grands hommes. La guerre a été gagnée par Flynn. Et donc, ça, c'est très, très réducteur comme vision de l'histoire, de sa richesse, de ses apports et de sa diversité. Donc, les inégalités ont augmenté depuis ce que Fukuyama a dit. Les guerres sont encore là. Et si on commence la question par en quoi la démocratie libérale constitue la fin de l'histoire, il y a un petit souci. Pourquoi? Parce que en quoi ça implique que ce modèle est de facto fin de l'histoire. Les sciences économiques nous apprennent que les modèles prédictifs, une fois appliqués à une population pensante, deviennent limités et imparfaits. Pourquoi? Parce que contrairement aux modèles prédictifs appliqués aux objets, qui ont du succès. Par exemple, la physique, quand on fait un modèle mathématique pour prédire le comportement d'objets physiques qui vont se déplacer en fonction de la gravité ou en fonction d'un certain nombre d'équations liées à l'espace-temps, eh bien, la probabilité pour que ça marche toujours, elle est de quasiment 100%. Pourquoi? Parce que l'atome ne va pas réfléchir et se dire, bon, cette fois-ci, au lieu d'avoir des neutrons et des électrons, je vais aller m'attacher à une autre matière. Donc, du coup, les modèles, une fois appliqués aux sciences sociales,
ça devient beaucoup plus complexe. Et tous les modèles prédictifs, c'est-à-dire que je serais moins tranché que Samad qui dit la fin d'un cycle. Le capitalisme nous a prouvé qu'il était très fort à absorber ses propres fins, comme l'a dit Smithson. Marcuse, qui déplorait de l'école de Francfort à Stanford, qui déplorait que l'art, qui était un vecteur de protestation et de révolte contre la tendance capitaliste, est devenu un système capitalistique par excellence à travers le box-office, à travers les best-sellers. C'est devenu le phare du libéralisme, c'est devenu le porte-parole du libéralisme et du capitalisme. Exactement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème à vendre le livre de Marx qui s'appelle Le Capital et faire des profits. Des t-shirts de Che Guevara. Exactement. Et donc, faire des profits sur ces choses-là. Donc, à partir de là, il n'y aura pas et il n'y aura jamais de fin de l'histoire tant que le jour du jugement n'est pas arrivé, tout simplement. La dialectique, elle est là, elle sera toujours là. Maintenant, la question à se poser, et la vraie question à mon sens, c'est est-ce qu'on est dans des dialectiques superficielles, inventées pour nous distraire, ou bien sommes-nous dans la vraie dialectique? Qu'est-ce que je veux dire par les dialectiques inventées pour nous distraire? Par exemple, la dialectique homme-femme, féminisme. Par exemple, la dialectique droite-gauche, politique. Un certain nombre de dialectiques qui sont inventées pour dire, par exemple, dialectique plutôt environnement ou la climato-sceptique. Des dialectiques temporaires. La première mauvaise dialectique, c'était la fameuse dialectique bourgeois-ouvrier. Par exemple. Et donc, on est dans des dialectiques ponctuelles, temporaires, qui sont là pour s'effacer avec le temps, mais pour nous distraire, le temps que un peu plus le capitalisme puisse pomper un peu plus d'énergie. Et c'est pour ça qu'avant, on avait 360 personnes qui avaient autant de richesses que 3,5 milliards. Un peu plus tard, dans les années 2000, c'est devenu 60 personnes. Un peu plus tard, c'est devenu 8 personnes. Et donc, on a une concentration des richesses. Et donc, la vraie dialectique, la seule vraie dialectique dans ce monde, c'est la dialectique du bien et du mal, tout simplement. Et à partir du moment où on arrive à définir le bien et le mal, c'est-à-dire que déjà le définir, c'est pas évident. Et à partir du moment où on arrive à comprendre que les Key Success Indicators, c'est-à-dire les facteurs de succès que l'individu se projette inconsciemment à partir de la société sur lui-même, c'est-à-dire au Maroc, être quelqu'un qui a du succès, c'est être quelqu'un qui a fait sa villa, qui a fait sa voiture et qui s'est marié et a eu des enfants. Je caricaturise, mais grosso modo, le dénominateur commun de la réussite, il est ce qu'il est dans chaque société. Mais où est la société où l'indicateur de réussite sociale n'est pas matériel? Donc, tous ces indicateurs de réussite, tant qu'ils sont matériels, leur diversité ne pose pas problème à la force capitaliste dominante et aux forces qui détiennent les capitaux. Mais à partir du moment où la dialectique devient matérialisme versus spiritualité, matériel versus immatériel, bien versus mal, là ça pose problème. Pourquoi? Parce qu'on va faire appel à des concepts intemporels. Et les concepts intemporels sont le plus gros problème, comme l'a dit Samad, comme l'a dit Foucault. Et tout est prison. À partir du moment où c'est pas fluide, que ça change pas, que ça évolue pas, c'est prison. Donc, il dit que même les droits de l'homme, ça devient une prison. Même les droits de l'homme, c'est du fascisme. C'est-à-dire qu'en fait, la postmodernité est en train de détruire la modernité. Bien sûr, la postmodernité, de toute façon, elle a explosé, elle a fait beaucoup de mal à l'humanité, à la philosophie, à la société. Mais elle continuera de le faire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la modernité et le libéralisme mondial profitent de cette fluidité. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on est fluide, et c'est là où je vais peut-être rejoindre Samad par rapport à la communauté, à partir du moment où on est fluide, à partir du moment où la société est de plus en plus individualiste, elle est de plus en plus atomisée. À partir du moment où elle est de plus en plus atomisée, elle est de plus en plus possible et facile à transpercer, à dénaturer, à diviser. Voilà. Et donc, à partir du moment où on a des femmes célibataires qui vivent avec un enfant et des hommes divorcés, à partir du moment où l'institution familiale, parce qu'au Maroc, l'institution familiale, ce n'est pas un homme, une femme et 2 enfants, c'est le riad, c'est la grande famille, c'est le patriarche. Le patriarcat, il est dans nos gènes. Et patriarcat, ce n'est pas un mot qui est négatif, comme veut le faire passer le féminisme. Non, au contraire, le patriarcat, c'est avoir un symbole par rapport au monde extérieur
en dessous duquel on sait qu'on est protégé. Et donc, C'est ça le problème, c'est parce qu'en fait, aujourd'hui, dans les sociétés occidentales, on a détruit la figure du père pour se soumettre à la banque et aux institutions et à l'État. Bien sûr, c'est-à-dire à partir du moment où on a disloqué la famille, bien entendu, il faut des institutions qui prennent la place de cette famille. Donc, quand la personne âgée va être âgée, eh bien, au lieu qu'elle soit dans la famille, on va la parquer dans un parking pour personnes âgées qui sera la maison de retraite. Pourquoi? Encore une fois, pour des raisons matérialistes athées, parce que la maison de retraite, dans la maison de retraite, on dispose de corps d'infirmiers et médicaux qui sont capables de mieux distraire et prendre en charge les personnes âgées que la famille. Or, pour la personne âgée, si vous lui demandez, elle vous dira qu'une seconde de regard dans mes enfants représente pour moi le bonheur qui est beaucoup plus grand que 10 ans de vie comme cadavre qui respire. Donc, à partir de là, la communauté, une fois qu'elle est justement disloquée, elle devient facilement manipulable, facilement assimilable par la... Elle est combattue par le capitalisme parce que c'est le dernier espace non marchand. Sauf aujourd'hui, c'est l'islam. Il n'y en a pas d'autres. Les autres sont fluides. Ils vont changer avec le temps. Et aujourd'hui, on cherche à libéraliser l'islam. L'islam, bien sûr. Aujourd'hui, on cherche à libéraliser l'islam. C'est-à-dire que même l'islam, on veut que l'islam devienne libéral. C'est-à-dire qu'on va essayer de trouver des lectures qui permettent le transgenre, l'homosexualité. Par rapport à cette question-là, comme tu dis que l'islam, c'est le dernier rempart contre le capitalisme. Or, par exemple, aujourd'hui, au-delà des questions, on va dire, des mœurs et des questions sociétales sur lesquelles, normalement, l'islam est intransigeant, contrairement aux lectures un peu loufoques, le néo-soufisme, etc. Mais je parle surtout des questions économiques. Aujourd'hui, on fait tout pour que l'islam s'adapte au capitalisme avec les histoires de finances islamiques, etc. C'est-à-dire que là, on parle on va dire d'islam libéral. En fait, l'une des tentatives réussies du capitalisme de prendre en otage certains volets de l'islam, c'est justement la manifestation actuelle de certaines banques islamiques. Je m'explique. C'est un petit peu mon domaine de travail. Par rapport à ça, c'est quoi l'économie islamique? C'est d'abord et avant tout, c'est zakat. Et les zakat. C'est d'abord et avant tout al-waqf. Alors, les deux premières institutions sont à vocation purement non lucrative, non marchande et sociale. Ensuite, on a Takaful, l'assurance alternative islamique qui propose des produits qui sont licites en lieu et place de l'assurance qui est basée sur les jeux de hasard et sur les placements dans les obligations d'État. Et ensuite, les banques islamiques, mais encore une fois, les banques islamiques dans une démarche participative et pas une démarche purement capitalistique qui va aller acheter des biens et les revendre, même si, je m'explique, quand on propose une alternative halal à une pratique usuraire, il est très... c'est trop demandé que cette initiative halal change le monde. C'est-à-dire que là, les banques islamiques, c'était quoi? C'était des gens qui voulaient faire des transactions, mais pas avec une certaine technique. Et donc, on leur a proposé une autre technique. Mais quand on a Christine Lagarde, David Cameron, Gordon Brown, qui louent les mérites de la finance islamique et qui veulent que Londres devienne capitale de la finance islamique, on se pose certaines questions. On se pose certaines questions et on se rappelle le verset où Allah subhanahu wa ta'ala, il dit donc à chaque fois que le libéralisme mondial est satisfait de quelque chose qui est fait par les musulmans, il faut se poser une question. Tout simplement, ça c'est une règle. Donc, et c'est une règle, pourquoi? Parce que justement, tout ce qui vise à dériver vers le matériel, vers la prééminence du matériel par rapport au spirituel, est justement combattu par l'islam. Et donc, à partir de là, les banques islamiques, celles qui sont vraiment islamiques, ont une démarche participative. Je ne dis pas qu'il n'en existe pas, mais quand on voit que ce sont les banques usuraires qui lancent les banques islamiques, et quand on voit que ensuite les banques islamiques sont composées de personnes qui étaient avant dans des banques usuraires, eh bien, on peut se poser beaucoup de questions et on peut comprendre ce que disent les personnes qui ne comprennent pas la finance islamique, qui disent de toute façon, c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Mais cette apparence que ce soit la même chose, c'est une apparence qui a une certaine légitimité dans certaines pratiques déviantes de cette finance islamique. Mais bien entendu, la finance islamique et l'économie islamique, c'est le rempart contre
les cycles et les crises dont se nourrit le capitalisme, parce qu'il ne faut pas oublier que le capitalisme s'enrichit le plus souvent par les crises et pas par la croissance. Et se restructure par les crises et par les crises. Exactement. C'est lors des crises qu'on achète et qu'on rachète tous les vrais biens matériels et qu'on les remplace par la monnaie qui est fictivement créée à partir des crédits bancaires. Quelle alternative finalement, messieurs, à ce système foncièrement inégalitaire et injuste? J'ajouterai en guise de commentaire. Économique libérale. On est toujours. C'est clair que maintenant que le projet socialiste anticapitaliste, en fait le libéralisme en tant que première théorie politique, il a eu deux grandes théories politiques qui l'ont contredit, c'est-à-dire le fascisme et le communisme. Donc les deux ont, on va dire, les deux ont échoué parce que ce sont des créations de la modernité. Que ce soit le fascisme, le culte de l'État chez les fascistes ou bien le culte du prolétaire chez les communistes, c'était une modernité. L'islam aujourd'hui constitue, c'est vrai, et la tradition islamique constitue un rempart et peut donner aujourd'hui être à la base d'une renaissance économique. On va dire en termes et surtout d'une renaissance éthique de l'économie. Et en cela, je crois qu'on ne peut pas, je veux dire, déployer un tel projet dans le cadre d'un contexte international où l'État, on va dire, où le peuple, si jamais c'est un choix du peuple ou un choix de la population ou un choix de l'État en tant qu'émanation de la souveraineté populaire, puisse, on va dire, appliquer cette orientation-là. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas d'alternative civilisationnelle au libéralisme, nous, ici au Maroc, on sera toujours dans un archéolibéralisme, un archéocapitalisme. Parce qu'on le veuille ou pas, d'un point de vue géographique, dans ce qu'on pourrait appeler la périphérie de l'Occident. Donc, on ne peut pas être, on va dire, dans une logique par exemple, c'est la raison pour laquelle on a été l'un des rares pays d'Afrique du Nord à ne pas on va dire, embrasser l'épopée socialiste et progressiste et antimonarchiste. Donc, on a toujours eu, on va dire, une certaine connivence avec l'Occident et avec un certain rapprochement même avec le monde atlantique et le monde anglo-saxon. Et je pense qu'aujourd'hui, le combat à mener, c'est, comme l'a dit Talal, c'est de freiner au maximum la fuite en avant vers la modernité et la postmodernité. C'est-à-dire via la sanctuarisation des libertés individuelles, la dictature du féminisme, comment dire, toutes les fétiches postmodernes, la désacralisation des rapports sociaux. Donc ça, il faut le combattre. Il faut le combattre au quotidien et le combattre politiquement, pourquoi pas. Et s'il faut le combattre politiquement, il faut se défaire, je pense, de toutes les références et de toutes les fétiches politiques et idéologiques qui ont échoué au Maroc. C'est-à-dire ça va du socialisme au libéralisme de témoignage jusqu'à l'islamisme entre guillemets du PJD. Donc, peut-être que penser un nouveau logos marocain, on va dire une sorte avoir une réelle pensée traditionnelle aujourd'hui, exige de nous plusieurs ouvertures. Raison pour laquelle aujourd'hui je débat avec Talal, c'est parce que malgré nos différences énormes, je crois que ce n'est que comme ça qu'on pourra, on va dire, on va créer des fronts de résistance contre ce capitalisme tout puissant. Talal. Effectivement, de toute façon, l'alternative, elle doit être discutée en plusieurs dimensions. Samad, je pense que c'est très généreux avec le PJD de le qualifier de parti islamiste. C'est très généreux. J'ai bien dit entre guillemets. Entre guillemets, voilà. Donc, ce que je veux dire, l'alternative, c'est simple. Aujourd'hui, la société est basée sur la dictature du désir, la dictature du désir, de la libido.
Et donc, c'est pour ça qu'il a besoin de libéralisme, parce que sans libéralisme, on ne peut pas avoir une dictature de la libido. C'est pour ça que Rousseau, Aristote, Platon et tous les autres ont qualifié la démocratie de régime intrinsèquement vicié, de toute façon qui va dévier vers la dictature de la médiocratie. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا أَن يَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا. Donc, en fait, l'alternative, c'est que le désir ne soit plus, il y a dit le but ultime. Et ça, les Grecs, ils l'ont compris, ça fait 2500 ans. Mais comme a dit Sieb, les stoïciens. Voilà, et comme a dit Sieb, Samad, on est revenu maintenant à une ère bien avant les Grecs, c'est-à-dire qu'on s'est sous-développé de nouveau par rapport à la sagesse qu'ont atteint les Grecs et les prophètes, bien entendu, avant eux. Donc, au niveau politique, l'alternative, c'est quoi? On peut l'appeler comme on veut, mais de toutes les manières, ça doit être une sorte d'aristocratie, une sorte de gouvernement basé sur le mérite, une sorte de méritocratie. Donc, un gouvernement constitutionnel basé sur une sorte de suffrage, si on veut, censitaire intellectuel ou de mérite, à la proportionnelle, soumis à des instances savantes de validation. C'est-à-dire que de toute façon, pour moi, Mjlis al-Mustasharin, ça doit être Mjlis al-Ulama, tout simplement. Voilà, ou Shura, on peut l'appeler comme on veut. Après, Shura ou la Khalifa, on peut appeler comme on veut. De toute façon, ce qui importe, c'est le contenu. C'est-à-dire que ce n'est pas la dictature de la médiocratie qui doit primer sur la décision, comme c'est le cas aujourd'hui. Et donc, la modernité… Excuse-moi, je t'interromps de 2 secondes. Moi, je me suis fait traiter de fasciste quand j'ai appelé au suffrage censitaire. Oui, mais de toute façon, pourquoi? Parce que c'est le politiquement correct qui est là. Il y a une dictature du politiquement correct. Donc, il y a un imaginaire avec le suffrage censitaire aussi. Donc, il faut bien clarifier ce qu'on veut dire avec le suffrage censitaire. Mais donc, il faut changer nos idéaux. C'est-à-dire que l'indicateur, parce que ce qui drive toute la société, c'est l'indicateur de réussite. C'est-à-dire, en tant qu'individu, Talal, Abd-Samad, Ayoub, comment je vois la réussite? Et donc, à partir du moment où on va voir la réussite comme étant quelque chose qui est au-delà du matériel, on pourra avancer. Au niveau économique, bien entendu, l'alternative, c'est l'économie islamique avec tous ses piliers qui sont d'abord l'interdiction de l'usure, parce que l'usure, c'est un facteur, une force centrifuge incroyable. Quand l'économie va bien, les banquiers gagnent. Quand elle va mal, eh ben, devine quoi, ils gagnent aussi. Donc, à partir du moment où on va passer à un système participatif, où on partage les profits et les pertes, on peut avancer et dépasser cette prééminence du capital, quelle que soit l'évolution de l'économie. Quand ça marche pour tout le monde. Quand ça marche pas pour tout le monde. Ensuite, il faut dépasser la prééminence de la dette, parce que l'esclave moderne, il n'est pas enchaîné, il est endetté. Et donc, cette pérennité du système capitaliste, elle est là parce qu'il y a une dette, parce qu'il y a une possibilité de dette, que ce soit au niveau de l'État ou au niveau des individus. Au niveau financier et monétaire, il faut dépasser le système de création monétaire ex nihilo, c'est-à-dire qui permet à l'État d'emprunter et de créer, quand il veut, de l'argent à partir de simples promesses. Au bon commercial, hein. Et au bon commercial surtout. Bien entendu. Au niveau des médias, eh bien, il faut qu'il y ait un peu plus de débats comme ça, un peu plus de Ayoub dans le monde marocain en tout cas. Et il faut que cette tendance à élever un petit peu le niveau du débat ne dépende pas, parce que encore une fois, on l'a évoqué tout à l'heure, mais quand on a le diktat publicitaire, eh bien, de toute façon, on a la mainmise du système sur la qualité du débat. Au niveau éducatif et pédagogique, il faut qu'on passe par la décolonisation, la pensée décoloniale, c'est-à-dire qu'on doit comprendre que nos programmes scolaires tels qu'ils sont faits, quand nous, en économie, on apprend que le premier économiste, c'est Adam Smith, de facto, on idéalise l'Occident. On ne sait pas que Al-Maqrizi a fait des théories plus élaborées que Adam Smith. On ne sait pas que Ibn Khaldoun, dans l'Occident, pour faire plaisir à Serge Samad, a fait des théories sociologiques et économiques qui sont bien plus élaborées que ce que Adam Smith a avancé. Donc, on idéalise la loi de Gresham, la mauvaise monnaie chasse la bonne. On nous l'apprend en économie comme étant la loi de Gresham. Le Maqrizi l'a énoncé 2 siècles à l'avance, ou 1 siècle et demi à l'avance, mais on n'apprend pas ça. Donc, on doit désidéaliser, on doit déconstruire l'idéalisation qu'on a de Paris, de Londres, de Washington, etc. Et au niveau politique, Bagdad, entre tous, en tout cas, à Bagdad, il n'y avait pas de banque usuraire. Et ensuite,
ce qu'il faut dire, c'est qu'au niveau politique, malheureusement, le libéralisme a été acté à partir du moment où on a marginalisé le rôle des savants dans la vie politique et que ce sont devenus de simples fonctionnaires, des substrats, un pouvoir en place qui peut leur faire dire ce qu'il veut, comme on le voit dans un certain nombre de pays malheureusement. Et donc, il faut que les savants prennent aussi une sorte d'indépendance par rapport à... Parce qu'on est au service de qui nous paye. On est au service de qui nous paye. Donc, à partir de là, c'est toute une constellation. C'est très difficile de proposer une alternative sans être complexe. Je suis totalement contre les débats, les propositions binaires, blanc ou noir. Non, quand on parle de société et de monde humain, c'est toujours complexe et il ne faut pas tomber dans les raccourcis populistes. C'est souvent beaucoup plus compliqué que ça dans le monde politique. Décomplexer la complexité revient à la mutiler. Edgar Morin. Bon. Pour finir sur une citation. Messieurs, un débat très stimulant, très instructif. Merci beaucoup, merci à vous et je vous dis à très bientôt. Inch'Allah.